Bonsoir et merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 15 août. Au 313e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, le bilan des victimes franchit la barre des 40 000 morts. La communauté internationale reste impuissante. Avec 40 000 morts en 10 mois, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme pointe du doigt les manquements récurrents des forces de l'occupation sioniste. Démarrage sur les chapeaux de roue de la campagne électorale en Algérie en prévision de la présidentielle du 7 septembre. Les 3 candidats ont 20 jours pour convaincre. Hausse des cas de l'épidémie Mpox en Afrique. La RDC, pays le plus touché, annonce la mort de 548 personnes depuis le début de l'année. La maladie touche désormais toutes les provinces du pays. Bonsoir à tous. 313e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Les forces de l'occupation sioniste ont commis 3 nouveaux massacres durant les dernières 24 heures, faisant 40 martyrs et 107 blessés. Depuis le 7 octobre, 40 005 Palestiniens sont tombés en martyrs et 92 401 ont été blessés. Et avec plus de 40 000 morts, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, rien ne semble freiner le génocide que commet l'entité sioniste après plus de 10 mois d'agression. Nariman Zekar. 10 mois, 316 jours et déjà plus de 40 000 martyrs. Une période sombre qui dure depuis une éternité pour les Palestiniens de Gaza. L'agression génocidaire sioniste n'en perd pas pour autant de son intensité, bien au contraire. Durant presque un an, on aura tout vu, des corps broyés, déchiquetés, voire même calcinés, brûlés vifs par les missiles, des enfants asphyxiés, affamés, assoiffés, des cris et des pleurs, un chagrin sans fin et une vie qui a basculé depuis le 7 octobre dans la peur constante, le désespoir et le désarroi. À Gaza, on ne dort plus, on ne sourit plus, on ne vit plus. À Gaza, on attend tout simplement la mort en enterrant de ses propres mains ses proches, du moins lorsqu'il en reste quelque chose. Personne n'est à l'abri, aucun endroit n'est sûr dans l'enclave. En 10 mois, on aura vu des milliers de corps non identifiés jetés dans des fosses communes, des Palestiniens capturés et torturés dans des camps de concentration, des familles entières décimées. L'entité sioniste ne manque pas d'imagination lorsqu'il s'agit de commettre les pires horreurs au vu et au su de tous. Journalistes délibérément assassinés, convois humanitaires bombardés, hôpitaux, écoles, mosquées, camps de réfugiés réduits en poussière. Il ne reste quasi plus rien de ce bout de terre. Rien que quelques âmes épuisées par l'injustice et la léthargie de la communauté internationale. Une question reste en suspens. Qu'en sera-t-il des survivants, de ces centaines de milliers de Palestiniens oubliés, prisonniers sur leur propre terre, avec la hantise de qui sera le prochain? Et en franchissant la barre des 40 000 morts en 10 mois d'agression, l'entité sioniste révèle au monde entier son véritable visage génocidaire. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a pointé du doigt les manquements récurrents des forces de l'occupation. Kherdin Batash. Une étape sombre et un tournant tragique pour le monde. C'est en ces termes que le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a marqué d'une pierre noire ces 10 mois de génocide sioniste à Gaza, ayant fait un bilan de 40 000 martyrs et près de 100 000 blessés, soit en moyenne 130 Palestiniens tués par jour, sans compter les dizaines de milliers de corps qui n'ont pas pu être récupérés. La population pleure aujourd'hui la mort de 40 000 Palestiniens.
La plupart des morts sont des femmes et des enfants. Cette situation inimaginable est due en grande partie au non-respect répété des règles de la guerre par les forces de défense israéliennes. En moyenne, environ 130 personnes ont été tuées chaque jour à Gaza au cours des 10 derniers mois. L'ampleur des destructions de maisons, d'hôpitaux, d'écoles et de lieux de culte par l'armée israélienne est profondément choquante. L'entité sioniste, son gouvernement fasciste et son armée de destruction a en effet usé de toutes sortes de méthodes pour faire le plus grand nombre de victimes parmi les civils palestiniens à Gaza, des méthodes qui rappellent étrangement les procédés d'extermination nazis. Le droit international humanitaire est très clair sur l'importance primordiale de la protection des civils, des biens et des infrastructures civiles. Notre bureau a documenté de graves violations du droit international humanitaire commises par l'armée israélienne. Turk ne mâche pas non plus ses mots lorsqu'il s'agit de reconnaître l'échec du monde et à sa tête la communauté internationale a arrêté ce carnage et appelle à la mise en place immédiate d'un cessez-le-feu et à la fin de l'occupation de territoires palestiniens. Alors que tout le monde réfléchit à son incapacité à empêcher ce carnage, j'exhorte toutes les parties à accepter un cessez-le-feu immédiat, à déposer les armes et à mettre un terme au massacre une fois pour toutes. L'occupation illégale d'Israël doit cesser et la solution à 2 États convenue au niveau international doit devenir une réalité. En attendant que les appels qui résonnent de part et d'autre dans les travées des institutions onusiennes soient entendus, une question demeure sans réponse. Combien de martyrs faudra-t-il que Gaza sacrifie sur l'autel des plans messianiques de l'entité sioniste et de ses alliés pour que le monde décide de mettre un terme au plus grave génocide auquel l'humanité a pu assister? Et quand ils ne sont pas tués par les armes israéliennes, les enfants de Gaza meurent souvent de maladies à cause de l'effondrement du système sanitaire. Seuls quelques enfants obtiennent le privilège de bénéficier de soins en dehors de l'enclave palestinienne, comme c'est le cas de cette poignée d'entre eux transférés de l'hôpital Nasser de Khan Younes vers la Jordanie. Pendant la guerre, il a été blessé à la jambe lorsqu'une frappe à proximité a propulsé une pierre dans sa jambe gauche. La fracture de sa jambe s'est transformée en cancer des os. Jour après jour, mois après mois, l'état de l'enfant s'est aggravé au point qu'il ne pouvait plus marcher et est devenu handicapé. Il a vécu à l'hôpital sous perfusion et n'a pas mangé. Son taux d'hémoglobine est tombé à 5 et il reçoit des transfusions sanguines. Son état est très grave. Et depuis plus de 10 mois, le quotidien des habitants de la bande de Gaza est rythmé par les enterrements, souvent collectifs, vu le nombre important de victimes des bombardements incessants. Parfois, les corps sont souvent déterrés des fosses communes creusées par l'entité sioniste pour être ensuite enterrés dignement. Souhila Kilal. Quand les portes de ces conteneurs s'ouvrent, des dizaines de corps enveloppés dans des sacs bleus numérotés sont sortis. Massacrés et entassés dans des charniers par les forces sionistes, ces dépouilles, qui pour la majorité sont dans un état de décomposition avancée, ont toutes été exhumées pour être enterrées dans des fosses communes, dans la dignité et selon le rite musulman. Aujourd'hui, des dizaines de cadavres ont été exhumés du complexe médical de Shifa. Il s'agit de cadavres d'enfants, de femmes et d'hommes, dont la plupart étaient des patients. Ils ont été tués et entassés dans des charniers. Le nombre de martyrs enterrés est de 83. Ils ont été amenés à l'hôpital indonésien et de Shifa vers Khan Younes pour être enterrés dans le cimetière turc. Depuis le début du génocide sioniste le 7 octobre 2023, plusieurs charniers ont été découverts à différents endroits de Gaza, notamment à l'hôpital Nasser, à l'hôpital Al-Shifa et dans une école de Beit Lahia. À chaque fois, c'est le même mode opératoire. Des corps, les yeux bandés et les mains attachées dans le dos, entassés dans des fosses communes. À chaque découverte, c'est le même sentiment d'horreur et d'incompréhension. Très souvent, les martyrs ne peuvent être identifiés vu l'état de décomposition avancé des dépouilles. Saad a été tué. Ils l'ont enterré ici dans le complexe médical Nasser. Grâce à Dieu, nous avons retrouvé sa dépouille et nous allons l'enterrer conformément à la loi islamique. Les gens vivent leur vie et ne se sentent pas concernés. Nous venons ici pour dire au revoir à nos enfants et aux martyrs.
Le monde injuste accorde une légitimité aux Israéliens, mais pas à nos enfants. Qu'ont fait mes filles pour finir en lambeaux? Quelle est notre faute? Quelle est la faute de notre peuple? Le génocide sioniste à Gaza n'a pas encore livré tous ses secrets. Le temps qui passe nous révélera certainement toutes les horreurs commises par l'entité sioniste contre ce peuple livré en pâture à une armée sans foi ni loi. Et la bande de Gaza assiégée voit également ses habitants mourir de faim. Chaque jour est un défi de survie pour les Palestiniens. Beaucoup n'ont autre choix que de se ruer vers des cuisines caritatives, à l'exemple de celle de Beit Lahia au nord. Amal Amzian Zitouni. Des femmes, des hommes et des enfants se rassemblent mercredi dans une cuisine caritative à Beit Lahia, dans la bande de Gaza. Portant différents récipients de cuisine, ils s'efforcent de collecter suffisamment de nourriture pour leur famille. Diab Makheiraz est chef d'une famille de 30 personnes. Il fait la queue pendant des heures pour obtenir de la nourriture qui ne suffira qu'à un nombre limité de sa famille. Je viens avec les petits-enfants, nous sommes plus de 30 personnes à la maison. La nourriture que j'emporte ne suffit pas pour tous les membres de la famille. J'attends 5 ou 6 heures pour prendre ce qui suffit pour 5 ou 6 personnes de la famille. Je suis obligé de faire ça, je n'ai pas de revenus. Après plus de 10 mois de bombardement, les Palestiniens n'ont ni travail ni revenus. Ils ont faim, ils ont soif, ils ne sont pas soignés. La machine de guerre sioniste les a privés de tout. Notre situation est aujourd'hui extrêmement mauvaise. Nous souffrons de maladies de peau et les enfants souffrent de déshydratation et de malnutrition. La famine devient une réalité de plus en plus tangible pour une population palestinienne épuisée par le génocide sioniste en cours. Des dizaines de Palestiniens, en majorité des enfants, sont morts de malnutrition et de déshydratation. Les survivants souffrent toujours de la faim. Et sur le volet diplomatique, de nouvelles discussions ont débuté ce jeudi au Qatar en vue d'une trêve à Gaza. Toutes les initiatives ont été sabotées jusqu'ici par Benjamin Netanyahou. Un point soulevé ce jeudi par Djibril Rajoub, secrétaire du comité central du Fatah et président du comité olympique palestinien. Il est clair que Netanyahou veut se diriger vers une guerre régionale et cette guerre régionale, si elle a lieu, impliquera certainement l'utilisation d'armes non conventionnelles. Il est dans l'intérêt du monde d'aujourd'hui de créer des éléments qui exercent une pression suffisante sur le voyou du quartier qu'est Netanyahou, qui croit pouvoir imposer son agenda. Et les Palestiniens en Cisjordanie occupée subissent eux aussi les horreurs de la machine de guerre sioniste. Ce jeudi, 2 Palestiniens, dont un ex-détenu libéré en novembre dans le cadre des échanges de prisonniers avec le mouvement palestinien Hamas, ont été tués dans une frappe aérienne sur un camp de réfugiés de Naplouse. Et dans son escalade régionale, l'entité sioniste a effectué de nouvelles frappes sur le sud du Liban, faisant 2 martyrs et des dizaines de blessés. Ces raids visaient la localité de Marjayoun et la localité frontalière de Blida. Voilà, restez avec nous pour la suite de ce 19h.
En Algérie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre prochain a débuté ce jeudi par l'organisation de meetings populaires et rencontres de proximité animées par les 3 candidats ou les formations politiques qui les soutiennent. Les 3 candidats en lice, en l'occurrence Youssef Aouchiche pour le Front des forces socialistes, Abdelmadjid Tebboune en tant que candidat indépendant et Abdelali Hassani Chrif pour le mouvement de la Société pour la paix, tenteront durant 20 jours de convaincre les citoyens du bien fondé de leurs programmes respectifs. Et dans son intervention lors de l'émission Expression directe diffusée par les médias audiovisuels, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune s'est dit déterminé à poursuivre la politique sociale à travers le soutien aux catégories vulnérables. Nous poursuivrons la construction de logements. Des millions de logements seront construits, Inch'Allah, ruraux, urbains, sous différentes formules pour que notre jeunesse puisse en profiter. Il y a également la lutte contre les fléaux sociaux et à leur tête la lutte contre la corruption. Nous poursuivrons également l'amélioration du pouvoir d'achat, notamment tout ce qui concerne les salaires, je ne dirais pas bas, mais ceux qui sont inscrits en bas de la grille, tout comme nous continuerons à baisser les impôts. Et de son côté, Youssef Aouchiche du Front des forces socialistes a axé son intervention sur les aspects sociaux qu'il propose aux Algériens. Vision est un projet qui couvre l'ensemble des secteurs essentiels du développement et de la stabilité en Algérie. Il comprend les éléments de la planification, la vigilance stratégique et la prospective, comme il dote le pays en outils essentiels pour anticiper les défis à venir et adapter les politiques générales aux besoins nouveaux de la nation. Vision est un projet qui aborde sérieusement notre sécurité nationale dans tous ses aspects. Et pour sa part, le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Chrif, est revenu sur le slogan de son programme électoral intitulé « Opportunité ». Nous nous lançons dans ce programme, Inch'Allah, pour lequel nous avons choisi quelques symboles principaux qui représentent notre identité et nos orientations ainsi que notre authenticité. Nous avons porté un slogan profondeur, il s'agit d'une chance pour tous les Algériens et les Algériennes, une chance pour les jeunes, une chance pour les femmes, une chance pour les agriculteurs, une chance pour les retraités, une chance pour les travailleurs, une chance pour les étudiants, une chance pour les médecins, une chance pour les enseignants, les scientifiques, les intellectuels, une chance pour les experts, une chance pour tous de contenir et d'être contenus par leur pays, l'Algérie. Et dans l'actualité également, le groupe Sonatrach a signé ce jeudi à Alger un contrat avec China Petroleum Engineering and Construction Corporation pour la réalisation de nouvelles unités de boosting au champ gazier d'Al-Rar, situé dans le bassin d'Ilizi. Objectif, compenser la baisse naturelle de pression et maintenir la production du champ à 10 millions de mètres cubes jour. Un montant de 210 millions de dollars, dont 7 milliards de dinars algériens. Ce contrat a été signé par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, le président exécutif de l'entreprise chinoise en Algérie, Xiang Xiang. Nous avons signé aujourd'hui un accord pour la réalisation de la phase 3 du projet de boosting qui sera mis en œuvre au niveau du gisement d'Al-Rar, dans la wilaya d'Ilizi. Cela nous permettra de poursuivre la production dans ce champ gazier et d'assurer une production quotidienne de 10 millions de mètres cubes. Cela démontre l'engagement de Sonatrach
à maintenir la production de manière scientifique et technologique tout en gérant efficacement le gisement. Si Dieu le veut, ce projet durera 32 mois et entrera en phase de production au moment opportun, nous permettant ainsi de poursuivre la production de manière régulière. Et lors d'une émission diffusée hier soir par la télévision algérienne, le PDG de Sonatrach a annoncé qu'un total de 14 découvertes de pétrole et de gaz avaient été réalisées par le groupe énergétique algérien depuis le début de l'année, de quoi contribuer largement au renouvellement des réserves d'hydrocarbures du pays. Mohamed Ouali Ben Chaban. Le secteur énergétique algérien continue de montrer des signes de vitalité. Durant les 7 premiers mois de 2024, le groupe Sonatrach a réalisé 14 nouvelles découvertes de pétrole et de gaz dans le pays. Ces découvertes viennent renforcer les réserves d'hydrocarbures de l'Algérie et confirment son statut d'acteur majeur de l'industrie énergétique mondiale. Jusqu'à la fin juillet 2024, nous avons réalisé 14 découvertes. Cela n'a jamais été annoncé auparavant. Avant la fin de l'année, ce chiffre va augmenter, sachant que les travaux se poursuivent. Et si Dieu le veut, nous aurons des quantités considérables de découvertes. En plus de ces découvertes, Sonatrach a signé plus de 16 accords internationaux avec de grandes compagnies énergétiques, garantissant ainsi des partenariats durables et mutuellement bénéfiques. L'objectif est d'atteindre à long terme une production de gaz de 160 milliards de mètres cubes annuellement, soit d'ici 2060. Cela nécessite de grands efforts d'exploration. Le partenariat offre à Sonatrach l'occasion de partager les risques. La demande mondiale de gaz naturel est en croissante augmentation, notamment en Europe, où l'Algérie a longtemps été un fournisseur de confiance. L'ouverture de nouveaux marchés à l'échelle mondiale témoigne de la volonté du pays de diversifier ses débouchés et de s'orienter vers de nouvelles destinations. Le projet de la ligne maritime pour l'exportation d'électricité de l'Afrique vers l'Europe via l'Algérie est possible en reliant l'Algérie et l'Europe par l'exportation d'électricité. L'Algérie se positionne désormais comme un acteur majeur dans l'électricité, l'énergie verte. Elle dispose de tous les moyens, des ressources naturelles et des infrastructures nécessaires, surtout que les techniciens sont basés en Algérie. À travers sa nouvelle stratégie, l'Algérie s'ouvre à de nouvelles perspectives. Cette ambition, soutenue par des investissements dans les énergies renouvelables, pourrait bien transformer le pays en un leader incontournable de l'énergie sur la scène internationale. L'ONU continue de soutenir un environnement propice à la tenue d'élections générales au Soudan du Sud. Mais la date reste incertaine, c'est ce qu'a affirmé le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Soudan du Sud, Nicolas Haysom, qui dirige également la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, en informant le Conseil de sécurité de l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans le pays qui devrait tenir ses prochaines élections post-indépendance en décembre prochain. Et le conflit en cours au Soudan entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide a forcé plus de 800 000 personnes à fuir le pays vers le Soudan du Sud, voisin depuis avril 2023, selon le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, plutôt des Affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes, Albino Akol Attack, qui a souligné que l'escalade des combats avait exacerbé une situation humanitaire déjà désastreuse. Au Niger, à présent, au moins 52 personnes ont trouvé la mort par noyade dans la région de Tawa, au nord-ouest, dans le département de Tilia, suite aux fortes pluies enregistrées du 12
au 13 août. Depuis le début de la saison des pluies, en juin, le Niger enregistre d'importantes précipitations. Selon un bilan dressé par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, 94 personnes ont trouvé la mort et 93 ont été blessées dans des inondations depuis le 7 août courant dans les 8 régions du pays. Et toujours au Niger, 15 civils ont été tués et plusieurs autres blessés en début de semaine par des terroristes dans des villages de la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, près du Burkina Faso. Selon l'armée nigérienne, des éléments terroristes ont perpétré plusieurs exactions odieuses contre les populations civiles sans défense. Et je vous le disais en titre, en RDC, le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi que l'épidémie de Mpox, qui avait fait 548 morts depuis le début de l'année, est touchée désormais toutes les provinces. L'annonce intervient au lendemain du déclenchement par l'OMS de son plus haut niveau d'alerte sanitaire à l'échelle internationale face à la multiplication des cas de cette maladie en Afrique à partir de la République démocratique du Congo. Maria Scheuer. Inquiétée par la propagation d'une nouvelle souche du Mpox, l'Organisation mondiale de la santé envisage un état d'urgence maximale. C'était mercredi soir que l'OMS déclare le Mpox, anciennement appelé variole du singe, comme une urgence sanitaire internationale. La même alerte avait déjà été déclenchée pour la Covid en 2019 et l'Ebola quelques mois en amont. Parfois bénins, d'autres fois mortels, les symptômes de cette infection sont semblables à ceux de la Covid ou même de la grippe saisonnière. Jusqu'à maintenant, les estimations de mortalité varient entre 1 et 10%. Elles dépendent du système immunitaire de la personne. Si je peux estimer dans les cas de pourcentage, on peut dire même 85 ou 90% de guéris. Si on nous amenait les malades à temps. Parce que si un malade arrive dans un stade trop évolué, avec des complications, déjà, c'est trop difficile avec nos moyens qu'on a ici de les récupérer. La résurgence d'une nouvelle souche de Mpox en Afrique inquiète les autorités sanitaires africaines et internationales. La nouvelle lignée, nommée Clade IB par les chercheurs, a été identifiée en 2023 dans la République démocratique du Congo. Cette souche a depuis été identifiée au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Elle est responsable de maladies plus graves que le Clade I. Les scientifiques ont déclaré qu'ils craignaient que la nouvelle souche se propage plus facilement, provoquant des maladies plus graves et davantage de décès chez les plus vulnérables. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Mardi, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que l'épidémie constituait une urgence de santé publique relevant de la sécurité continentale, ce qui pousse vers l'accélération de la recherche, le financement et la mise en place de mesures destinées à empêcher la propagation de l'épidémie et empêcher qu'elle ne devienne transnationale. L'épidémie infectieuse virale de la variole du singe se transmet par voie sexuelle mais peut aussi se transmettre par un contact étroit entre deux peaux. D'ailleurs, des questions restent en suspens devant le fait que ce genre d'épidémie éclate souvent dans cette région du monde, à savoir la RDC, et tout le monde se souvient du virus Ebola qui a créé la panique au sein des organismes de santé. Avec cette dernière trouvaille du Mpox, la piste des manipulations de laboratoire n'est pas tout à fait exclue. Allez, dans le reste de l'actualité, la Russie a annoncé ce jeudi qu'elle allait envoyer des forces supplémentaires dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, au 9e jour de l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk. Il s'agit principalement d'accroître l'efficacité du système de commandement et de contrôle des troupes, en coopération avec d'autres agences de sécurité et l'administration de la région de Belgorod, d'identifier les responsables et d'allouer des forces et des moyens supplémentaires qui seront envoyés pour accomplir les tâches principales.
Le gouvernement britannique est arrivé à un accord avec le syndicat des conducteurs de train, prévoyant une forte hausse de salaire en vue de mettre fin à un mouvement de grève historique paralysant régulièrement les transports depuis plus de 2 ans. L'accord propose d'augmenter les salaires de plus de 14% sur 3 ans. Le Premier ministre indien Narendra Modi a fait part de son souhait de poursuivre la mise en place d'un code civil commun à l'échelle nationale, une proposition à laquelle les militants musulmans s'opposent farouchement, estimant qu'il s'agit d'une atteinte à la foi. Le code civil avec lequel nous vivons est en réalité un code civil communautaire, un code civil discriminatoire, alors que nous célébrons les 75 ans de la Constitution, les sentiments de la Constitution. La Cour suprême nous dit qu'il est de notre responsabilité de réaliser les rêves des architectes de la Constitution. La commission électorale du Sri Lanka va approuver les demandes des 39 candidatures pour l'élection présidentielle du 21 septembre prochain, y compris celle du président en exercice. Ce nombre de candidatures jamais égalé est un nouveau record après les 38 concurrents de 2019 dans ce pays de près de 23 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous nous sommes donc engagés dans un processus démocratique déchirant qui, nous l'espérons, sera une révolution démocratique et pacifique menée par le peuple et orientée vers le peuple, qui apportera un changement positif, un changement substantiel, un changement progressif. Nous sommes prêts pour les élections. Nous avons toujours protégé la démocratie dans ce pays et nous avons toujours pensé que le changement de gouvernement devrait se faire par l'intermédiaire du peuple. Je pense donc que le moment est venu pour les citoyens d'exprimer leur volonté. Allez, restez avec nous pour la suite de ce 19h tout de suite, l'invité de cette édition. De nouvelles discussions ont débuté ce jeudi au Qatar en vue d'une trêve à Gaza. Nous en parlons ce soir avec notre invité, en l'occurrence Gamal Abina, analyste en questions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, des négociations sans la principale partie, le mouvement Hamas. Comment peut-on appeler cela? À quoi devons-nous nous attendre? Une négociation sans le négociateur, ça n'a pas de sens. Mais le problème du négociateur, c'est qu'il a été assassiné par les sionistes, par la volonté absolue du criminel de guerre sanguinaire Netanyahou, qui, lorsqu'il va aux États-Unis, dit à Biden « on va négocier, on va faire en sorte de sortir de la crise », et après, parallèlement à cela, fait assassiner dans un pays étranger, en l'occurrence l'Iran, à Téhéran, le principal négociateur qui n'était pas un militaire mais un politique, Ismail Haniyeh, le docteur Ismail Haniyeh. Donc aujourd'hui, quand on parle de négociations et que le principal intéressé n'est pas présent, ça veut dire que ce sont des porte-voix qui vont a posteriori essayer de convaincre le nouveau leader du Hamas, qui n'est pas du tout un politique mais un militaire en l'occurrence, et qui évidemment va refuser catégoriquement la moindre négociation avec l'entité sioniste tant qu'ils n'accéderont pas à ses demandes légitimes, à savoir l'arrêt total du siège de Gaza, l'expulsion des forces militaires qui l'occupent, la libération des prisonniers. Il y a presque 9000 prisonniers palestiniens des deux côtés, et puis surtout la possibilité de reprendre l'espoir peut-être que la Palestine soit rétablie dans ses droits, mais ça c'est dans un second temps. Dans un premier temps, on a très bien compris qu'Yahya Sinwar n'est pas en mesure, et ne veut pas d'ailleurs négocier. Il sait qu'il y a une frappe iranienne à venir avec l'axe de la résistance. La négociation se fera sur les rapports de force qui vont se rééquilibrer, je le pense. Oui, vous avez bien dit que Sinwar ne veut pas négocier, mais on connaît la position de Sinwar par rapport au plan qui est déjà sur la table. Le mouvement Hamas a justement indiqué, Monsieur Abina, que rien ne valait le coup d'aller négocier pour une nouvelle fois replonger dans un cycle interminable avec l'entité sioniste. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a Sinwar, qui d'ailleurs à Gaza, pas l'oublier, qui est une des têtes qu'il voudrait assassiner, je parle de Netanyahou, a proposé c'est toujours les mêmes conditions qui sont présentées. Il propose des conditions qui sont très simples à obtenir, à savoir échange de prisonniers contre échange de prisonniers.
et de l'autre côté, l'arrêt des hostilités, l'arrêt des massacres. On est quand même, alors le chiffre annoncé aujourd'hui, c'est 40 000 morts, mais c'est un chiffre qui est largement en dessous de la réalité. On sait parfaitement que personne ne va se vanter de ces pertes, mais surtout, une étude a été faite par l'ANSET qui annonce qu'il y aurait au moins 190 000 à 200 000 morts. Donc on est dans des proportions abyssales en termes de destruction et de massacres, des proportions abyssales en termes de crimes de guerre, et on parle de génocide parce qu'évidemment, quand on tue une population qui n'a aucun endroit pour s'échapper, c'est un génocide. Et donc c'est vrai que là, ils proposent des choses qui sont parfaitement acceptable. On voit les prisonniers, libérer nos prisonniers, évacuer Gaza, et il y a un plan de reconstruction qui doit être remis en place, qui va durer 20 ans. C'est quand même assez extraordinaire, ça rappelle la Seconde Guerre mondiale à Berlin. Et bien tout cela, ce sont toujours les mêmes revendications qui sont faites et portées par les Palestiniens, et c'est légitime. Et de l'autre côté, le criminel de guerre qui espère expulser toute la bande de Gaza de sa population, eh bien ce criminel de guerre ne veut pas négocier. Lui, il cherche la guerre, le meurtre, les massacres, parce que dans sa logique racialiste, suprémaciste occidental blanc, il s'imagine que son peuple de la lumière, comme il s'appelle, aurait plus de droits que le peuple de Palestine qui est chez lui et qui est légitime chez lui. Et vous l'avez évoqué à l'instant, ce chiffre, Gamal Abina, toutes les parties semblent plaider pour un cessez-le-feu à Gaza, alors que sur le terrain, l'entité sioniste semble redoubler d'intensité ou de férocité plutôt. Aujourd'hui, on a franchi la barre des 40 000 martyrs. Est-ce la réponse de paix qu'offre aujourd'hui l'entité sioniste ? Il n'y a pas de paix avec les sionistes parce que la seule paix qu'ils cherchent, c'est la paix des cimetières. C'est-à-dire que s'ils pouvaient tuer tous les Palestiniens, ils le feraient. Ça a été dit plusieurs fois par quelques-uns de leurs ministres qui sont les plus radicaux. Mais le rêve de ces gens-là, c'est d'expulser les Palestiniens d'un côté dans le Sinaï, de l'autre côté en Cisjordanie, au motif que, soi-disant, ils voudraient récupérer ce qu'ils appellent de façon assez éhontée la Judée-Samarie, donc la Cisjordanie, son vrai nom, et ils voudraient récupérer la bande de Gaza qui ne leur a jamais appartenu. De toute façon, la Palestine est une colonisation, on le sait. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ce sont des criminels, on le sait, ils s'autorisent tout ce qu'ils veulent, ne respectent personne. Et d'ailleurs, il y a une plaisanterie qui circule dans l'entité sioniste des opposants à Netanyahou, et ils disent comment peut-on savoir, c'est une plaisanterie dans un contexte horrible évidemment, enfin je vais comme la dire, comment peut-on savoir quand Netanyahou ment? La réponse, quand il bouge les lèvres. C'est que c'est un menteur pathologique, il est détesté par tout le monde, même ses alliés le déteste, à commencer par Obama, Sarkozy, qui ne sont pas des tendres. Aujourd'hui, on a du Biden qui ne l'aime pas, et surtout, on s'est rendu compte, lorsqu'il a rendu visite à Trump, qui croit être son frère, que Trump, lorsqu'il l'a vu, a refusé de lui serrer la main. Ce qui, en termes diplomatiques, est plutôt discourtois, mais ce qui traduit un malaise généralisé des Occidentaux et des Américains en particulier, qui considèrent que cet homme ne sait pas faire la guerre, que cet homme met en danger sa population, met en danger son rêve sioniste, et surtout met en danger les intérêts des Occidentaux dans la région. Nous avons cité le chiffre de 40 000 morts. Parmi ces 40 000 morts, plus de la moitié des victimes de ce génocide donc, sont des femmes et des enfants. On a l'impression que l'entité sioniste reprend pour elle plusieurs aspects du génocide nazi qu'elle reproduit. On le voit tous les jours sur le terrain. Peut-on faire ce parallèle, Gamal Abina ? Oui, aisément. D'abord parce que le génocide nazi, ça a commencé d'abord par considérer que l'adversaire, en l'occurrence, alors avant les Juifs, les Slaves, parce que les nazis détestaient les gens de l'Est, les Slaves, étaient des sous-hommes, Untermenschen. Et lorsqu'ils disaient ça, ils disaient que ces gens-là ne doivent pas être traités comme des êtres humains, mais comme des animaux. Et une des stratégies mises en place par les nazis pour tuer les 26 à 27 millions de Russes, en l'occurrence, et de pays de l'Est, c'était de dire qu'on va les affamer. C'est une stratégie pensée, réfléchie. Alors, évidemment, Netanyahou, qui est un bon apprenti sorcier, s'est inspiré de cette stratégie. C'est-à-dire qu'on empêche la nourriture de rentrer, le minimum syndical, et on peut faire mourir la population, on le voit d'ailleurs très souvent, de faim. Ensuite, il y a les maladies. Tout comme les nazis ont laissé se répandre le typhus et les maladies, eh bien, Netanyahou, là-dessus aussi, laisse les maladies se répandre à Gaza sans les moyens de pouvoir les vaincre. Et pour finir, il y a effectivement les bombardements de masse, les massacres de masse, les destructions systémiques et systématiques. Et bien cela aussi, encore, il a emprunté aux nazis. Alors évidemment, les nazis avaient bombardé le ghetto de Varsovie, qui était une concentration de juifs dans un ghetto fermé. Il était évident qu'ils allaient quasiment tous mourir. Et ils ont fait ensuite ces fameux camps de concentration et ces camps de la mort et d'extermination qui correspondent grosso modo à une machine de guerre industrielle pour tuer des êtres humains. On les brûle, on les gaze et on les brûle pour faire disparaître les corps. Et ben Netanyahou fait le même par des bombardements massifs. Il assassine une population sous les gravats. Il y a des milliers de morts en vérité, on n'a pas le chiffre. Mais j'ai envie de dire, les 40 000 morts, c'est un geste symbolique entre guillemets. C'est une posture symbolique que les Palestiniens nous affichent. Sauf qu'ils savent eux-mêmes, malgré le fait qu'ils annoncent des morts visibles,
que le chiffre est abyssalement plus important. Il faut rappeler que 85% de la bande de Gaza a été détruite en totalité. Je parle des infrastructures qui soient immeubles, que ce soit des infrastructures simplement civiles pour marcher, rouler ou je ne sais. Mais rappelez aussi qu'en Allemagne nazie, quand les Occidentaux et les Russes vont détruire l'Allemagne, c'est 90% de destruction. Donc le parallèle peut être fait. Le racisme est présent, le suprémacisme, l'idée selon laquelle c'est un peuple de lumière, donc supérieur, comme les nazis étaient les Aryens, et surtout l'objectif affiché de soit faire mourir de faim la population, soit l'exterminer par des bombardements massifs. Et les conditions de guerre sont les mêmes. Il n'y a pas de char d'assaut côté effectivement palestinien, mais c'est la seule différence. Et dans tout ça, Gamal Abina, il y a aussi la position américaine. Hier, l'émissaire américain pour le Liban, Amos Hochstein, disait qu'une solution diplomatique était urgente. Comment alors expliquer le double langage des États-Unis? Sur le terrain, les bombardements continuent à cause du veto, alors que sur les podiums, le narratif est complètement différent, sachant pertinemment que si les États-Unis décident d'un cessez-le-feu, il sera immédiatement suivi des faits. Vous savez, vous avez un chien enragé qui aboie tout le temps et qui tue des Palestiniens, ça s'appelle Netanyahou. C'est un chien enragé. En revanche, vous avez le maître américain qui a une laisse. Il le tient en laisse. S'il veut tirer sur la corde pour faire en sorte que le chien enragé rentre dans sa cage, il pourrait le faire. Mais il ne le fait pas. Il va faire de beaux discours en public parce qu'il sait que cette guerre est détestée. Je vous prends un exemple très concret. Le Japon, qui rarement, voire jamais de son histoire, depuis que l'Amérique occupe le Japon depuis 1945, oublions jamais que le Japon est une terre occupée par les forces américaines. 35 000 soldats qui sont stationnés en permanence à Okinawa. Eh bien, le Japon ne prenait pas de position anti-américaine et encore moins de position anti-occidentale. Quand je dis occidentale, Israël, l'entité sioniste, est un produit occidental. Ce n'est pas une histoire juive, c'est une question occidentale et c'est une question coloniale. Eh bien, les Japonais ont pris, on l'a vu avec Nagasaki, le maire de Nagasaki, qui sait ce que veut dire génocide, puisque sa population a subi elle-même un génocide avec des bombes atomiques qui ont ciblé que des civils. Il n'a jamais oublié que ce crime de guerre est un crime où on n'a tué que du civil pour vérifier ce que valait la bombe. C'était un test, et pour faire reculer les Russes. Eh bien, le maire japonais a dit: nous n'acceptons pas sur notre territoire, pour des commémorations d'un crime de guerre, un génocidaire, en l'occurrence le représentant de l'État sioniste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, lui a emboîté le poids. C'est toujours les mêmes, les Anglais, les Français, les Américains, les Allemands parce qu'ils sont sous contrainte, mais c'est toujours les mêmes nations qui vont être solidaires des criminels, nations qui ont pratiqué elles-mêmes le génocide. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, effectivement, cette guerre est très impopulaire et que les États-Unis, lorsqu'ils prennent une position de principe, soi-disant, pour dire qu'ils veulent la paix, qu'il faut trouver un terrain d'entente, qu'il faut faire en sorte que les négociations aboutissent, ils s'en fichent complètement. Ils ne veulent pas qu'elles aboutissent. C'est un bon business, ça rapporte de l'argent, la guerre c'est lucratif, ils vendent des armes, ce sont les armes américaines qui bombardent les Palestiniens. On a des quantités faramineuses de bombardements qui correspondent à 4 fois Hiroshima en termes d'impact, en termes de force de frappe en mégatonnes. Eh bien, 4 fois Hiroshima, ça ne semble pas poser de problème aux Américains. Après tout, il y a 80 ans, ils ont bombardé 2 fois à 3 jours d'intervalle 2 villes civiles, ça ne leur posait pas de problème. Donc cette nation qui a l'habitude des génocides ne va certainement pas être gênée par le génocide. Ce qui la gêne aujourd'hui, c'est qu'il soit filmé, documenté, et que la population américaine, elle, est vent debout, comme tout le reste du monde. D'où l'assassinat de journalistes. Mais bien sûr, on veut éteindre les voix de ceux qui parlent. On veut tout faire pour... On veut tuer des gens sans qu'il y ait d'image. Vous me parliez tout à l'heure des nazis. Les rares photos des camps de concentration qui étaient prises en douce, ça a été fait en Pologne d'ailleurs. C'est un groupe de résistants qui a passé des photos de façon miraculeuse. On a très peu de photos sur le massacre de masse, mais on a des photos des corps brûlés. Eh bien, ces rares photos, elles se comptent sur les doigts de la main. Parce qu'effectivement, il ne fallait pas qu'il y ait de témoignages. On avait les photos officielles nazies, comme le font très bien les sionistes, mais on n'a pas les photos de ce qui se passait réellement. Donc les rares photos qu'on voyait, c'est les photos allemandes, c'est pas les photos de la résistance. Et aujourd'hui, effectivement, en Palestine, ils veulent tuer les journalistes pour qu'il n'y ait pas de documentation. On a près de 200 journalistes qui ont été assassinés avec leur famille. Donc l'intention est claire. Et malheureusement, le monde occidental, je ne parle pas du reste du monde qui est évidemment contre, le monde occidental, les dirigeants occidentaux pour être très précis, ils n'ont aucun problème à continuer à négocier avec ce criminel de guerre, considérant que ce barbare est un être humain comme les autres, soi-disant. Très bien. Gamal Abina, la complicité des États-Unis visant à ne pas parvenir à une solution en Palestine est aujourd'hui avérée. Pourtant, le discours officiel plaide en faveur de la paix et du cessez-le-feu, notamment à Gaza. Pourquoi aujourd'hui la communauté internationale laisse faire? Comment expliquer cette impuissance chronique?
J'ai eu l'occasion de reparler du droit de veto. Ce droit de veto est l'autorisation d'un dictateur, parce que c'est un droit de veto, ça dictate. Hein. On impose à 193 États un non. Tout le monde était d'accord pour condamner les sionistes, sauf les États-Unis. La France et l'Angleterre, ils ne jouent pas trop le droit de veto parce que ça commencera à se voir réellement que la complicité est évidente. Khomeini parlait des États-Unis et de la France et de l'Angleterre en disant qu'il y avait le grand Satan, donc les États-Unis, et les deux petits Satans. Et quelque part, cette image-là était amusante parce qu'elle correspond réellement à la réalité. À savoir que ce soit la France, l'Angleterre ou les États-Unis, c'est eux qui arment, c'est eux qui soutiennent et c'est eux qui protègent politiquement. Donc, évidemment, ce que vous appelez la communauté internationale se réduit à 3 États, finalement. Tout le reste du monde est hors jeu, hors circuit. Je veux dire, les Russes et les Chinois sont pour la condamnation. Mais les Américains font un droit de veto. L'Algérie a porté cette question à l'ONU, mais les Américains font un droit de veto. C'est le droit de veto. L'Algérie, justement, n'a de cesse de plaider pour une réforme du Conseil de sécurité. Pensez-vous qu'il s'agit là de la meilleure solution, de la seule solution qui se pose aujourd'hui devant cette impasse? Alors, la meilleure solution, c'est d'abord l'abrogation du droit de veto. C'est un droit dictatorial. Ouais, d'où une réforme, oui. Tout à fait. La Sierra Leone a porté cette question aujourd'hui en demandant à ce qu'il y ait 2 représentants membres permanents et 2 autres membres non permanents pour arriver à une représentation normale de ce que constitue l'ensemble de la présence planétaire. Le seul continent qui n'a pas, et je précise bien, qui n'a pas de membres permanents, c'est l'Afrique. Tous les autres continents sont représentés. L'Amérique est représentée par les États-Unis, l'Europe occidentale par 2 nations, la France et l'Angleterre, l'Europe orientale par la Russie et l'Asie par la Chine. Donc c'est quand même assez extraordinaire de voir que l'Inde, par exemple, n'y est pas, que des géants comme l'Égypte, c'est 120 millions d'habitants, n'y soient pas, que le Brésil n'y soit pas. Il y a quand même un problème en termes d'équilibrage. Même quand on parle des continents, le Sud, les continents du Sud comme l'Amérique du Sud ne sont pas représentés. Pire encore, l'Afrique, pas du tout. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut une réforme en profondeur de ce mécanisme de confiscation des pouvoirs qu'on appelle le droit de veto, ou alors simplement que ce droit de veto soit autorisé à d'autres qui puissent prendre une position. Quand on va attaquer un pays africain comme le massacre qu'on a perpétré en Libye, si un pays africain avait le droit de veto, il n'y aurait jamais eu d'intervention en Libye. Donc il ne faut jamais perdre de vue que ce droit international est bafoué tous les jours parce que ceux qui l'ont fabriqué, ceux qui l'ont construit, les soi-disant 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, bien que la France n'a pas fait partie des vainqueurs, en fait, la France n'a pas combattu, c'est les Américains et les Russes qui ont combattu. Eh bien, ces 5 grands vainqueurs ont réussi à imposer un système qui est inégalitaire et qui leur profite à eux. Eh bien, si l'Algérie ou la Sierra Leone ou d'autres pays qui le demandent l'intervention effectivement d'une nation, je parle du continent africain, pour être représenté dignement, c'est le minimum syndical qu'on puisse espérer dans un système qui se prétend démocratique. Très bien. Gamal Abina, le représentant permanent justement de l'Algérie à l'ONU, a averti contre toute tentative de saboter les négociations actuelles en rajoutant à chaque fois de nouvelles conditions. C'est en soi ce que rejette justement le Hamas, qui exige que l'on travaille d'abord sur les bases des premières revendications au sujet d'un cessez-le-feu. Vous savez, actuellement, on est arrivé quasiment, je crois, on peut estimer au bas mot, à 10% de la population gazaoui qui a été soit tuée, soit blessée. Voilà, donc c'est vraiment le crime de masse est largement évident. Ils ont tué ou blessé 10%. Ils ont traumatisé 100% de la population. Ça fait 10 mois que chaque jour et chaque nuit, chaque Palestinien qui vit dans cette bande de terre très étroite de 45 km de long par 12 et 6 de large, eh bien chaque jour et chaque nuit, ils se demandent, les Palestiniens, s'il n'y avait pas la croyance en Dieu, je ne sais pas comment ils tiendraient, est-ce qu'ils seront vivants le lendemain et dans quelles conditions? C'est ça la réalité de la barbarie sioniste. Et aujourd'hui, il se trouve que l'Iran veut frapper et donne le sentiment à la population sioniste qu'il y a de la peur qui s'installe. C'est-à-dire que c'est la première fois où ils ont un petit peu peur. C'est vous dire, de l'autre côté on meurt et d'un côté on a peur. Mais en vérité, je pense, et pour répondre directement à votre question, que le seul moyen d'obtenir des résultats, et malheureusement c'est comme ça, c'est le monde qui est comme ça, c'est un bras de fer. On ne fait pas un bras de fer avec un enfant de 6 ans quand on a un bodybuilder. Par contre, quand on a un bodybuilder face à un bodybuilder, ça peut se négocier. Et le bras de fer, c'est quoi? Ça va certainement être une réponse militaire qui va être portée par l'Iran, qui va créer un vent de panique. Et là, vous verrez comme par hasard que cette fameuse laisse qui est autour du cou de Netanyahou sera tirée d'un coup pour le calmer. Parce que la peur va augmenter, parce que les champs de pétrole sont là-bas et que si l'Iran est frappé, elle répondra sur les champs de pétrole. Tout le monde sait ce que ça signifie. Ça signifie une panne mondiale d'approvisionnement et une crise durable. Gamal Abina, merci d'avoir répondu à nos questions. Cet entretien touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales. Allez, on change complètement de registre en direction la Corée du Sud, où une série de nuits tropicales très chaudes est en passe de battre un record météorologique sud-coréen vieux d'un siècle, selon des données officielles publiées hier, donc
donc alors que la péninsule est plongée dans une vague de chaleur prolongée. Le phénomène des nuits tropicales se produit lorsque la température ne descend pas en dessous des 25 degrés Celsius pendant la nuit. Comme les gens ont déjà l'expérience de cette merveilleuse invention qu'est la climatisation, ils ne peuvent s'empêcher de l'utiliser pour lutter contre la chaleur. Il semble donc que la Terre va devenir de plus en plus chaude. Avant, je pensais que je supportais bien la chaleur, mais ces jours-ci, je me réveille 2 ou 3 fois pendant mon sommeil. Il fait tellement chaud que je me réveille sans cesse et que j'ai du mal à dormir. Aujourd'hui, il semble que le plus difficile soit de passer une bonne nuit de sommeil. Et pour pallier à la chaleur estivale, quoi de mieux que de se rafraîchir à la plage comme celle de Tabarra, ville située au nord-ouest de la Tunisie. Justement, avant de terminer, je vous laisse admirer ce bel endroit où des collines verdoyantes rencontrent les plages de sable fin et les eaux turquoises de la Méditerranée. Voilà, et ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.